À la une ce soir, l'union fait la force. C'est à cet adage que les partis du MDES, PSG, Walwari et autres mouvements et associations ont décidé de donner corps en créant le Front commun pour le changement statutaire de la Guyane. Présentation dans cette édition. Ouverture de la consultation sur le projet de la Montagne d'Or. Si les débats étaient déjà lancés depuis plusieurs mois, nous entrons dans une nouvelle étape, celle de la consultation populaire. Le rendez-vous était donné aujourd'hui à Saint-Laurent. Enfin, place au sport avec la victoire guyanaise des joueuses de rugby qui, après avoir assuré leur place aux Jeux Olympiques de Barranquilla, ont remporté la Coupe Anti-Guyane pour la 6e année consécutive. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Comité drapeau, MDES, PSG, Walwari, Fourag et UTG ont décidé de former un front pour l'évolution statutaire de notre territoire. Cette réflexion promise dans les accords de Guyane est une question essentielle pour de nombreux militants qui voient là un moyen d'acquérir plus d'autonomie. Quelles seront les actions de ce front commun? Lucie Louznet-Donznac, les détails au micro de Pierre Tréfoux. Le front a été constitué justement pour apporter des solutions, pour travailler sur les solutions et pour amener chaque Guyanais à comprendre que justement, c'est le problème, le statut, le changement de statut pourra améliorer son quotidien et surtout développer la Guyane, proposer des emplois à tous ces jeunes qui n'en ont pas, proposer un désenclavement des communes enclavées, l'éducation, que l'éducation puisse aller jusqu'au bout et surtout qu'on puisse adapter la loi au pays, c'est ce qu'on fera des lois pays, pour adapter la loi au changement statutaire. Le changement de statut, c'est proposer un statut qui permette un pouvoir plus important pour les Guyanais sur place et qu'on ne dise plus nous paie pas, nous pas capables, qu'il n'y a pas d'ingénierie pour proposer pour que les capitaux soient dépensés, enfin, qu'on ne vienne plus nous dire qu'en Guyane on ne peut rien faire. Vous avez vu que tous les partis politiques participent. Et les partis politiques ont leur propre financement et ils se sont investis et ils s'investiront encore et les associations ainsi que les collectifs s'investissent pour qu'on puisse améliorer l'information et vous faites partie d'ailleurs, vous les médias, de cette information. Le projet de la Montagne d'Or se sont ouverts aujourd'hui à Saint-Laurent. Ces consultations, qui dureront 2 mois et seront proposées dans toute la Guyane, ont pour objet de présenter le calendrier du projet et surtout de répondre aux questions éventuelles des habitants. Pierre Tréfoux. Après plusieurs mois de préparation au débat public concernant le projet Montagne d'Or, le Conseil national de débat public va donner la parole à la population jusqu'au 7 juillet. Un dossier présenté par la compagnie minière Montagne d'Or est soumis à ce débat. L'objectif est de permettre à la population de s'exprimer. Des experts interviendront pour éclaircir certaines questions particulières lors d'ateliers thématiques. On a eu déjà des concertations entre 2014 et 2016. Le débat est un cadre important. C'est un cadre de débat avec une indépendance de la commission qui garantit l'équilibre, qui permet à tout le monde de s'exprimer et c'est très important pour nous. La concertation se poursuivra avec un garant dans le cadre de la loi, du Code de l'environnement, mais nous voulons continuer pendant le développement, pendant l'exploitation, si nous décidons d'aller de l'avant avec ce projet, la concertation au sein, par exemple, d'un conseil coutumier consultatif ou d'autres instances que nous pourrions être amenés à créer afin d'avoir un échange continu avec les populations, les communes avoisinantes. L'ensemble des Guyanais doivent se déterminer, l'UTG comme d'autres organisations syndicales, comme d'autres cours constitués, comme d'autres associations, comme tous les Guyanais. Donc chacun est libre de son choix. L'impartialité de la décision finale appartiendra au Conseil et au maître d'œuvre. Le Conseil national de débat public doit donner son compte-rendu dans les 2 mois qui suivent la fin du débat. Les membres de la commission eux-mêmes leurs frais ne sont pas pris en charge du tout sur ce budget, donc ça n'émarge pas sur le budget qui est mis à disposition par le maître d'ouvrage. C'est des budgets, c'est sur ces fonds d'État, c'est clair, de même que les indemnités. Et de même que les experts. Les experts ne sont pas financés par le maître d'ouvrage, mais sont financés directement par l'État. La première réunion générale a lieu ce soir à Saint-Laurent-du-Maroni et pourra être suivie en direct sur les réseaux sociaux.
Comme annoncé plus tôt, le rendez-vous fixé à Saint-Laurent aujourd'hui a été marqué par une forte présence des habitants intéressés par le projet, mais aussi par une marche de protestation organisée en marge par la jeunesse autochtone. Toujours dans le cadre de nos bilans de mars-avril 2017, nous recevons ce soir Valérie Vanoukian, figure de proue du mouvement et présidente de l'Union des très petites entreprises de Guyane. Bonjour Madame Vanoukian. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de mettre à l'honneur les petites entreprises. Un an plus tard, quel est votre bilan des mouvements de mars et avril? Alors le bilan, je le ferai précisément pour les petites entreprises, pour dire que la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, elle s'est dégradée. Et ce que je peux dire, c'est que les entreprises meurent dans un silence assourdissant et dans une indifférence totale, ce qui forcément nous attriste en tant qu'organisation professionnelle. Nous ne sommes pas les seuls, puisque nous avons avec nous les transporteurs, les électriciens, les ambulanciers, enfin tous les corps qui rassemblent les petits métiers, ainsi que les artisans de manière générale. Donc voilà, beaucoup de tristesse quand même. Suite au blocage, on a annoncé que beaucoup d'entreprises avaient dû mettre la clé sur la porte. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez personnellement observé? Alors, quand l'État vous dit qu'il a mis en place 56 millions de moratoires, c'est vous dire quel était l'état des entreprises avant même la mobilisation. Et je crois que cette situation que l'État annonce est bien un élément flagrant que le modèle économique n'est pas adapté. Parce qu'un modèle économique qui génère autant de dettes sociales est un modèle économique qui forcément n'est pas viable, puisque les entreprises sont toujours à la limite, étouffées, en incapacité de vivre réellement de leur activité. Un an plus tard, les demandes du secteur économique, dont le fameux plan Marshall pour la Guyane dont vous avez parlé il y a un an, est-ce que ces demandes ont été entendues? Alors, au niveau économique, il n'y a rien. Tout ce qui a été fait a été focalisé sur la justice et la sécurité, alors que la justice et la sécurité, ce sont des causes d'une situation alarmante avec des facteurs qu'il faut traiter en amont. Donc aujourd'hui, le gouvernement va au plus facile. On traite l'insécurité, on envoie des gendarmes, des policiers, on calme tout le monde. En fait, c'est une vue de l'esprit, mais en tout cas, les causes réelles, c'est-à-dire le modèle économique, le chômage, le décrochage scolaire, un système scolaire inadapté, une santé qui n'est pas au rendez-vous, un désenclavement qui est toujours d'actualité, puisque le président Macron a dit lui-même que la route du fleuve n'est pas à l'ordre du jour, qu'il n'y aura pas d'hôpital pour Maripasoula. Tous ces éléments importants, eux, ne sont pas traités parce que ce sont des problèmes de fond. Alors aujourd'hui, on va au plus pressé, au plus rapide, c'est la répression, c'est la justice et la sécurité, qui sont importants, mais il faut rappeler que ce sont uniquement des conséquences d'eux. Voilà. Comment les très petites entreprises, qui représentent quand même 90% de notre tissu économique, s'en sortent-elles finalement? Elles font comme d'habitude, elles survivent. Vous savez, je crois que depuis que je suis élue, je n'arrête pas de le dire, ce sont des hommes et des femmes extrêmement courageux, qui font plusieurs métiers, puisqu'il faut à la fois être très technique sur son métier, mais en même temps faire la comptabilité, le secrétariat, le commercial, les livraisons, etc., qui sont obligés des fois de faire 2 métiers dans une journée. Et donc, ils se battent. Ils continuent à se battre, toujours en étant très créatifs. La problématique, c'est que leur créativité est freinée. Parce que chaque fois que nous avons des idées, on nous dit « mais ce n'est pas dans le cadre, ce n'est pas adapté, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas ». Donc en fait, on a un cadre qui nous étouffe, puisqu'elle crée 56 millions de dettes sociales connues. Je ne vous parle pas des entreprises qui n'ont rien déclaré du tout et qui n'ont signé aucun moratoire. Et elles ne peuvent pas être créatives sur des éléments qui leur permettraient de vivre de leur activité, de rendre cette économie plus dynamique et plus fluide. On est vraiment dans une situation où, effectivement, le problème du statut que j'ai vu que vous allez aborder, effectivement, se pose. Peut-on dire que les mouvements de mars-avril 2017 n'ont rien changé au quotidien des très petites entreprises guyanaises? Alors, aujourd'hui, non, puisque, comme je vous dis, la réponse gouvernementale est uniquement sur la sécurité. Par contre, c'est un mouvement qui était nécessaire, qui est tout simplement une réplique de mouvements déjà faits par les anciens. Je rappellerai que dès 1962, Justin Cataillé avait dit au gouvernement que finalement le cadre qu'il souhaitait, c'était uniquement le cadre de l'autonomie, qu'il a voulu rentrer en Guyane pour rejoindre le peuple qui était déjà mobilisé dans les rues à cette époque et qui subissait une répression extrêmement forte du gouvernement et que son avion a explosé bizarrement. Et depuis, vous avez régulièrement des répliques
des sursauts de mouvements sociaux que l'on retrouve en Guyane, mais aussi en Martinique et en Guadeloupe, parce que ce sont des peuples qui, de toute façon générale, ont subi les mêmes traumas. Et donc, il y a effectivement une nécessité, et chaque réplique est un point d'étape. Cette réplique, elle n'est pas la dernière, puisque nos jeunes de moins de 30 ans ne se sont pas exprimés, ne se sont pas reconnus de ce mouvement. Ils feront le leur, à leur manière, et je crois que nous devrons respecter leur façon de faire, puisque l'avenir, c'est eux. Donc, selon vous, pour une amélioration, un changement statutaire et le passage obligé? En tout cas, tout le monde le dit, hein, les lois, les normes françaises, européennes ne sont pas adaptées à un territoire amazonien. Parce qu'il faut le dire, nous sommes en Amazonie, tout simplement. Et que nous ne pouvons pas rester dans un fonctionnement européen quand tous nos voisins ont un fonctionnement amazonien. Ce n'est pas possible. Et la conséquence et le résultat de tous les facteurs alarmants que nous voyons, premièrement. Puis deuxièmement, il faut dire que l'Europe et donc la France sont en déclin économiquement. Ça veut dire, nous, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être jetés avec l'eau du bain, partir dans ce déclin? Ou est-ce que nous voulons nous préparer, nous, pour faire partie des pays émergents, avec tout ce que nous avons, de l'or, du manganèse, de la bauxite, une biodiversité énorme, du pétrole, une forêt incroyable, la possibilité effectivement d'apporter ce qu'on appelle la taxe carbone, etc. Nous avons tellement de possibilités pour faire partie des pays émergents, les plus dynamiques, les premiers de la classe, que ce serait quand même dommage d'être vendu comme un bijou, comme on le fait là en ce moment. Vous voyez, le Qatar, les Chinois, tout le monde achète tout ce qui se trouve en France. Là, on est prêt à nous vendre à un milliardaire russe pour un peu d'or. Bon, alors voilà, moi je dis non. Nous, on veut vivre de notre propre activité, tout simplement, et puis faire partie des pays émergents. Je crois que c'est un défi que nos jeunes releveront si nous n'y arrivons pas. J'ai confiance. Donc on peut dire que vous êtes contre le projet de la Montagne d'Or? Tout à fait. En tant qu'ancienne élue de la Chambre des métiers, je peux vous dire qu'à une époque, il y avait une centaine d'artisans orpailleurs. Aujourd'hui, ils sont 6. Il y a quand même une question à se poser. Pourquoi, en si peu d'années, nous sommes passés de 100 artisans à 6 et qu'aujourd'hui, l'une des solutions qu'on nous propose est une solution proposée par la Montagne d'Or qui ne peut pas être faite par nos artisans parce que ce n'est pas de l'or exploitable directement par les artisans, puisqu'il faut des solutions, des techniques chimiques très performantes pour exploiter cet or de la Montagne d'Or, c'est dire les conséquences en termes d'environnement, etc. Par contre, moi, je suis pour qu'on réinstalle une centaine d'artisans orpailleurs sur l'ensemble du territoire. Ça, par contre, c'est un défi, je pense qu'on devrait relever à nouveau. Merci beaucoup, Madame Vanoukia, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous continuons cette fois-ci en direction de Paris, où la grève des transports en commun qui paralyse l'Hexagone et depuis plusieurs jours impacte fortement les usagers qui ne peuvent plus se rendre sur le lieu de travail. Nos correspondants parisiens ont suivi la galère d'usagers ultramarins. À 50 km au sud-ouest de Paris, la ville de Melun, où vivent de nombreux originaires antillais, d'habitude à 30 minutes de la gare de Lyon. Aujourd'hui, le temps de parcours a quadruplé. Du coup, j'ai dû attendre 1h30 sur le quai avant d'avoir un train qui a démarré 30 minutes après, avec les gens qui se bousculent, qui se montent dessus, prêts à tout pour rentrer dans le train. Limite, ça se bagarre. Enfin, vraiment, c'est trop. Ça, tu l'avais déjà vécu, ça? Non. Une grève comme ça, aussi intense, non. Fonctionnaires, salariés du privé ou étudiants, ils sont des millions à être pris au dépourvu, même si le mouvement de grève a été annoncé à l'avance. Je prends les deux lignes où il y a plus de problèmes. J'ai pas pu aller en cours. C'est quoi votre temps de parcours habituel? 45 minutes. Et là, ça va donner 1h30. Alors face à l'incertitude des panneaux d'affichage changeants, une certaine lassitude a pris le pas sur la colère. La solution, c'est prendre des taxis, mais c'est payant. Oui, ou faire du covoiturage, mais c'est mieux de prendre un forfait. Pourquoi? Quant au soutien sur le fond du mouvement de grève, le sentiment des usagers est plutôt mitigé. On va étudier le cas de ceux qui réparent les voies. Mais pour les conducteurs, les aiguilleurs, je pense que c'est mieux de supprimer, quoi. Supprimer le statut? Ouais, je pense. Surtout avec le privé qui va arriver, je pense qu'ils peuvent faire un effort. L'effort à faire sera dans un premier temps celui des voyageurs qui vont devoir s'organiser au vu de la durée du mouvement annoncé. Je vais dormir sur Paris déjà, chez ma tante.
Et voilà, je vais essayer de voir parce que je crois qu'il y a un programme en fait, c'est 3 jours de grève par semaine. Du coup, je vais m'organiser en fonction de ça. 36 jours de grève à raison de 2 par semaine sont annoncés jusqu'au mois de juin. Ce mercredi, les perturbations sur le réseau francilien de la SNCF devraient être similaires à cette première journée de grève perlée. Dans le reste de l'actualité, les avocats de Guyane sont en grève depuis le 21 mars afin de protester contre la réforme judiciaire. Le barreau a décidé de durcir le mouvement avec pour conséquence le ralentissement du traitement des affaires en cours. Explication de maître Georges Boucher au micro de Jonathan Lariot. Au niveau du barreau de la Guyane, nous sommes associés à ce mouvement de grève nationale parce que le projet de loi de programmation pour la justice qui nous est proposé, qui est proposé par le gouvernement, pose un certain nombre de difficultés. La profession conteste dans un premier temps le calendrier qui est adopté, avec un calendrier contraint, avec des mesures qui bouleversent quand même l'économie de la justice civile et pénale, qui nécessitent une réelle concertation et un travail de fond sur l'état de droit. Donc nous contestons ce calendrier parce que pour la Guyane, nous considérons que ce projet de loi va porter atteinte à la fois aux droits des justiciables et aux droits de la défense. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de durcir le mouvement en suivant le mot d'ordre national. Donc comme je vous le disais, il y aura deux jours de grève. Alors ça consiste en quoi? Nous allons demander le renvoi systématique des affaires, que ce soit en matière civile ou en matière pénale, secteur assisté ou secteur libre. Et nous avons également décidé de faire la grève continue de la session d'assises qui aura lieu au mois d'avril. Donc le mot d'ordre, c'est que les dossiers au niveau de la cour d'assises ne seront pas jugés. Les avocats devront solliciter les renvois. Voilà le calendrier qui est prévu, et ce jusqu'à fin avril. Il n'y a pas d'âge pour se mettre au yoga. C'est en tout cas ce que prône l'association RAI qui a lancé la semaine du yoga dans l'éducation. Pendant plusieurs jours, enseignants et personnels scolaires sont ainsi invités aux séances de formation pour apprendre les techniques de cette pratique née il y a en Inde 4000 ans. Karine Diama. Assistante de service social au sein d'un établissement scolaire, Karine utilise le yoga pour créer un sentiment de confiance entre elle et les élèves. Je travaille avec des élèves en difficulté sociale, familiale, financière importante, autant de facteurs qui contribuent parfois au décrochage scolaire. Donc le yoga permet une parenthèse pour soi, pour mieux se connaître, mieux retrouver ses forces intérieures et dégager de la place, de l'espace pour les apprentissages. Par le biais de jeux de rôle, chaque stagiaire se retrouve confronté à des situations du quotidien. Objectif, apporter tous les bienfaits du yoga à l'enseignement dispensé aux élèves. La petite chouette attend le verre bien gras que son papa apportera. Le verre. Pendant ce temps-là, le verre, oui, voilà, vous faites les vers de terre. Allez-y, vous rampez comme les vers de terre. L'intérêt pour les élèves d'avoir ce genre de formation, ça va être, vous avez pu le remarquer, l'état d'attention, de concentration que les élèves avaient quand ils tenaient les postures et la possibilité ensuite de se remémorer ce qui s'était passé, de le visualiser et d'être dans leur ressenti, d'avoir une mémoire dans leur corps de ce qui s'était passé. 20 stagiaires ont ainsi pu profiter de conseils pratiques et adaptés à leur jeune public. Nous consacrons une partie de nos vacances justement à acquérir de nouvelles techniques pour apaiser le mental de nos élèves. Alors ce qui est intéressant dans ce stage, c'est parce que c'est un module d'approfondissement donc qui s'adresse à des personnes qui sont en charge d'enfants. Donc ce ne sont pas forcément des enseignants, mais des éducateurs sportifs. Il y a même une mamie qui est avec nous. Des personnes en fait qui sont en quête d'outils pour justement aider les enfants qui sont autour d'eux. Nous allons donc travailler justement à approfondir toutes ces techniques pour ensuite pouvoir les restituer à l'école, donc avec nos élèves, donc prendre en charge des gamins, tant en classe que dans des ateliers ou en salle de psychomotricité pour la maternelle. C'est un approfondissement donc pour les enfants de maternelle, d'élémentaire, du second degré et également des enfants à besoins particuliers. Prochaine étape, le 4e et dernier module qui devrait avoir lieu au courant de la prochaine année scolaire.
Cap à présent sur la Martinique, où Jean-Marc Dabreu et Michelet François se sont essayés au parcours de randonnée de la montagne Pelée, réputée dans le monde entier. Attention, évasion. Gravir la montagne Pelée, c'est parcourir un pan de l'histoire de la Martinique. Vous montez dans une ancienne coulée de l'ancienne éruption. Ça date certainement de 1902, du 30 août. Gravir la montagne Pelée, c'est se frayer un chemin à travers une biodiversité abondante. Jusqu'à 4500 espèces. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans toute l'Europe, il doit rester 70 espèces d'arbres. C'est vrai que là, on découvre vraiment des paysages et une faune et une flore qui est complètement différente de ce que j'ai déjà pu voir sur les quelques randonnées que j'ai pu faire. Eh oui, elle se mérite ce Pelée, les gars. Gravir la montagne Pelée, c'est surtout un défi sportif. 824 mètres de dénivelé positif, jusqu'au sommet. On est arrivé au sommet de l'Aileron, les mecs. Sommet de l'Aileron. Ouais. Attention, j'ai pas dit au sommet de la Pelée. Chaque année, 40 000 personnes empruntent ces sillons pontués, escarpés. La grande majorité s'arrête ici au niveau du chaudron. Alors, est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout? Non, on n'a pas fait le chinois, on s'est arrêté avant. Enfin, on n'a juste pas fait ce sommet-là parce qu'il y avait un petit peu trop de pluie et un petit peu trop de gravier qui fait que ça devenait dangereux. C'est vraiment sportif du coup, l'aventure de la montagne Pelée? Avec ce temps-ci, oui, parce que ça glisse. On est obligé d'être à quatre pattes presque tout le temps, en tout cas dans les montées. Pour descendre, on est obligé d'être sur les fesses. Donc oui, c'est quand même sportif. Volcan toujours actif, la montagne Pelée a fait couler beaucoup d'encre depuis l'éruption meurtrière de 1902. À 7h58, la montagne s'en trouve. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une nuée ardente qui va partir sur Saint-Pierre. Donc une nuée ardente, c'est de la poussière très très fine. D'ailleurs, ce que vous avez là, c'en est. Ça, c'est de la cendre, des petits scories. La cendre volcanique qu'on retrouve ici avec des petits scories, tout ça. Et donc c'est ça qui va dévaler les pentes. De la poussière très très fine, chargée, on va dire à 700, 800 degrés. Et ça dévale les pentes entre 400 et 500 km/h. Donc à 7h58, la montagne s'en trouve en haut. À 8h00, Saint-Pierre rasé. La Belle Endormie est maintenant un lieu de randonnée. Une beauté réservée à quelques chanceux, le soleil y fait son apparition seulement 50 jours par an. Un mot de sport avant de clore ce journal avec la victoire de notre équipe féminine de rugby à 7 qui a remporté hier soir la Coupe Anti-Guyane pour la 6e année consécutive. Prochain rendez-vous pour les Guyanaises, le championnat de France à Béziers. Jonathan Lariot a assisté à leur sacre. Plus qu'un essai réussi, les Guyanaises ont dominé les Antilles-Guyane de rugby d'une main de fer. En finale face à la Guadeloupe, la sélection de Guyane a tout donné pour remporter leur 6e victoire consécutive dans cette compétition. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir surtout de voir autant de monde venir pour du rugby féminin, pour du rugby masculin. C'est vrai que le rugby n'est pas très médiatisé, mais de plus en plus on voit que les gens s'intéressent à ce sport et ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est vrai cette année on a intégré du 109 et justement c'est grâce à ces nouvelles joueuses et à cette nouvelle qualité qu'on compte aller le plus loin possible. D'abord championnat de France, ensuite Barranquilla et on va aller encore plus loin. Pourtant, la rencontre finale n'a pas été de tout repos. Si les Guyanaises enchaînent rapidement les essais, les Guadeloupéennes tirent sur la corde et marquent 2 essais d'affilée. Mais à la fin du temps réglementaire, c'est à la Guyane que revient le titre de champion d'Antilles-Guyane. On est toujours la cible à abattre. On a un joli groupe qui est solidaire. On a mis beaucoup de nouvelles joueuses cette année. Et je vous avoue que ça a été difficile. Ici, je trouve que la Guadeloupe a élevé je les félicite, leur niveau. Elles ont un très bon jeu et elles nous ont créé quelques problèmes, je l'avoue. Il fallait être solidaire, on a eu quelques individualités qui ont fait la différence et on a encore du travail à faire. Pour les Guyanaises, la prochaine étape est le championnat de France, mais surtout les Jeux Olympiques de Barranquilla en juillet prochain. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des titres de l'actualité de ce 3 avril. L'union fait la force, c'est à cet adage que les partis du MDES, PSG, Walwari et autres mouvements et associations ont décidé de donner corps en créant le Front commun pour le changement statutaire de la Guyane. Nous l'avons présenté dans cette édition.
Ouverture de la consultation sur le projet de la Montagne d'Or. Si les débats étaient déjà lancés depuis plusieurs mois, nous sommes entrés dans une nouvelle étape, celle de la consultation populaire. Le rendez-vous était donné à Saint-Laurent. Enfin, place au sport avec la victoire guyanaise des joueuses de rugby qui, après avoir assuré leur place aux Jeux Olympiques de Barranquillas, ont remporté la Coupe Anti-Guyane pour la 6e année consécutive. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Bonne soirée avec les programmes d'ATV Guyane. Bon oeil!